Merci Voilà. beaucoup. Je vais demander à Philippe Avec plaisir. Dessertine de venir nous rejoindre. Mais restez avec nous. Hein. Ah bah oui, vous restez. Mais on va rester debout parce qu'on va faire ça assez rapidement parce que ensuite on aimerait enchaîner avec l'apéritif réseautage et on sent que dans la salle les gens ont envie d'aller à l'apéritif. Alors moi j'aimerais juste vous poser une question pour lancer peut-être cette réflexion de regard croisé. Vous avez aujourd'hui fait des présentations mais qui avaient pour thème central c'était l'imagination au pouvoir avec deux visions très différentes néanmoins. Alors quels espaces d'innovation ou de rupture voyez-vous et qui devraient être indispensables pour permettre aux PME européennes aujourd'hui de prospérer dans ce monde en transition? Vas-y. On est au plus ensemble. Alors, quand on a évoqué je dirais l'IA générative, je pense que évidemment, il faut que tout le monde aujourd'hui dise je réfléchis à ce que ça signifie. L'un des gros problèmes, comme je l'évoquais tout à l'heure pour mes chercheurs tout à l'heure, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à plugger une innovation absolument majeure sur l'existant. En fait, si vous êtes en train de regarder ce qui se passe avec l'IA générative, c'est que ça bouleverse tellement votre système qu'il faut le mettre au cœur. Vous commencez par mettre l'IA générative et vous reconstruisez votre entreprise au-dessus, et notamment vos systèmes d'information. Si vous essayez de mettre de l'IA générative dans le système d'information, vous allez dire d'ailleurs ça consomme de l'énergie, on continue à avoir le système ancien et en fait ça complexifie. Alors qu'on doit être dans une remise à plat. Vous faites les choses à l'envers en fait. Oui, c'est parce que c'est le plus tentant. C'est-à-dire vous avez l'existant, vous avez tendance à continuer pareil en disant bah oui, j'ai rajouté ça comme autrefois j'ai rajouté l'ordinateur qui a remplacé la machine à écrire. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus important que ça. Ensuite, je pense que vraiment, il faut qu'on soit très, très attentif. Là, on n'a pas encore parlé, mais par exemple, une autre rupture qui est en train d'arriver à toute vitesse, ça peut être l'ordinateur quantique. On en parle énormément. L'ordinateur quantique monte en puissance. Par rapport aux plus gros calculateurs mondiaux aujourd'hui, les premiers quantiques, alors vous savez, on essaie de les mettre dans l'espace aujourd'hui parce que le quantique tourne tellement vite qu'il fait fondre les matériaux terrestres. C'est-à-dire le cerveau humain va tellement loin qu'en fait, on n'arrive pas à l'assumer. Donc dans le vide intégral et dans le froid intégral, il faut l'arrêter toutes les heures. Néanmoins, un ordinateur quantique, ça va, on va dire, c'est plus puissant par rapport aux plus gros calculateurs, à peu près 250 millions de fois. Ah oui. Ou dit autrement, vous faites la même chose qu'avec un ordinateur d'aujourd'hui en consommant 250 millions de fois de moins d'énergie. Ah ouais. Donc vous voyez, ça veut dire que... Ça ouvre un grand champ des possibles. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes avec des choses dans lesquelles on va dire « Ah mais non, mais voyez, l'IA générative, regardez, c'est une catastrophe du point de vue, énergétique et donc du point de vue climatique. » Puis là, on va vous dire « Ah oui, mais si ça se trouve, dans un an, c'est plus le problème. Il y a 3 ans, on ne connaissait pas de ChatGPT. » Donc je pense vraiment que là, l'innovation, il faut être... par rapport à ce qui est en train de déferler, l'idée de dire on remet tout à plat, et l'idée surtout de se dire que cette innovation ne va cesser de s'accélérer. Et que par conséquent, là, ce qu'on disait sur l'agilité, à mon avis, c'est la principale qualité. Alors j'aimerais bien avoir l'avis de quand même Marc. Oui. On ne sait jamais. Pas le Corona. Marc. On a dit incroyable. Bref. Non, alors moi, je vais mettre un petit bémol, si tu permets, Philippe. C'est que moi, j'ai testé ChatGPT. Je l'ai testé plusieurs en économie, mais il est très mauvais. Tu l'as testé ou pas? Bien sûr, mais je te dis, il faut savoir prompter. Voilà. Sinon, moi, si vous voulez, très honnêtement, je ne veux pas être vieux jeu, bien sûr, je viens de le dire, il faut intégrer l'innovation, que ça, c'est très important. Mais ça me fait un peu peur quand même. Moi, je suis un grand fan de Terminator, si vous voulez, ça nous rappelle nos jeunes années. Je me dis, à un moment, il faut quand même que l'homme reprenne le contrôle. Tu vois, et c'est ça, moi, qui m'inquiète aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est pas illusoire aujourd'hui? Non, parce que justement, moi, le thème aujourd'hui, c'est l'imagination. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de laisser notre imagination à un ordinateur. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un m'a dit dernièrement, il m'a dit, ouais, parce que bon, moi je fais une publication toutes les semaines, etc. Je fais des papiers, je fais mes slides, je fais tout moi-même. Quelqu'un m'a dit, pourquoi tu les fais pas par l'IA? Ça ira beaucoup plus vite, parce que d'ailleurs, tu vas gagner 1 an, bref. Oui, mais sauf que j'ai besoin de les faire. C'est-à-dire que si c'est pas moi qui les fais, c'est pas moi qui a créé. Je pense que l'être humain, il a besoin de créer. Et quand c'est un ordinateur, participe. Oui, non, mais je dis, l'être humain doit être à l'origine. Moi, ce qui me gêne, c'est de dire, si effectivement, j'ai fait quelque chose, et après, je vais le tester avec l'IA, je vais l'améliorer avec l'IA, ça me dérange pas. Parce que ça améliore le process, l'imagination humaine. Mais faire l'inverse,
Dire non, d'abord je vais faire, l'IA elle va faire quelque chose, on va voir ce qu'il me propose, et moi après je vais améliorer. Moi je pense que ça c'est une erreur. C'est-à-dire que, parce qu'après on va avoir des imbéciles. Non mais si, parce qu'après, mais non mais si tu fais trop confiance, à l'IA, à ce que te sort ton ordinateur, après finalement toi tu vas plus réfléchir. Et moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que on doit garder la main. Donc il faut innover, mais ce que je disais tout à l'heure, quand vous innovez, faites-le avec vos clients. Il n'y a rien de plus beau que de discuter avec des gens, que de savoir ce qu'ils veulent. Il y a des échanges. Là, effectivement, je trouve que c'est triste et je pense que c'est dangereux à moyen terme. Parce que comment ça se termine à la fin? Terminator, c'est-à-dire à la fin, on n'a plus la main. Et bien sûr qu'il ne faut pas être vieux jeu et dire oui, on ne va pas intégrer l'informatique. Non, bien sûr que non. Il faut, mais pour le thème de ce soir, pour l'imagination, moi je ne suis pas d'accord pour laisser l'imagination à un robot ou à une machine. Donc il faut garder ça. Et après que l'IA t'aide, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu vois, que l'IA t'aide, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de garder cette imagination. Donc je pense que c'est ça la clé. La R&D, l'innovation, elle doit venir de l'imagination. On avait laissé qu'un micro, on a fait exprès. Philippe, très non, rapidement. attends. Mais répondez, parce que je réponds très très vite. Mais en disant, on est absolument d'accord. Mais sauf que tu dois être complètement dans la logique d'innovation si vraiment tu veux y arriver. En clair, quand on est en train de dire aujourd'hui, l'IA va probablement bouleverser complètement la manière dont on fait des scénarios à Hollywood. C'est absolument vrai parce qu'il n'y a plus d'imagination. Parce que si tu regardes une série, en fait, la première saison, tu vois un truc intéressant, puis la deuxième saison, en fait, ça tourne. En fait, il n'y a aucun problème, un robot peut le faire. Mais un robot, tout d'un coup, être Eisenstein ou Hitchcock. C'est ça la différence. C'est-à-dire que, oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire que tu as une énorme partie de notre activité aujourd'hui, c'est robotisable parce qu'en fait, on reproduit. Moi, j'ai le problème à la Sorbonne, c'est-à-dire on m'interdit de faire des examens avec l'IA. Moi, je dis, mes étudiants, ils vont avoir l'IA comme outil. On doit... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois inventer un nouvel examen. C'est-à-dire un étudiant avec IA va devoir montrer que justement, il a de la capacité pour produire quelque chose que l'IA ne produit pas. Le problème, quand tu dis « non, je veux pas parce que c'est pas l'humain », non, c'est qu'en fait, tu vas faire plein de trucs qui sont en fait automatisables alors que tu pourrais mettre de l'automatique. En revanche, il y a un endroit où là, maintenant que tu as l'automatique, tu vas pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment le problème c'est qu'on a tendance toujours à vouloir rester dans notre monde d'avant. C'est nos parents qui disaient, nos grands-parents, il va vouloir reprendre le mes grands-parents qui disaient, c'est terrible la télévision. Autrefois, on avait la veillée, on était tous ensemble, c'était humain, c'était magnifique. Moi, mes copains aujourd'hui qui me disent, tu te rends compte, c'est terrible les téléphones portables. Autrefois, on avait la télévision, on était tous ensemble autour de la télé. C'est ça toujours, tu as des évolutions, il va falloir s'adapter à ces évolutions. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, ça veut dire que si l'homme n'utilise pas ces évolutions, lui, il est en retard par rapport aux autres. Allez, vas-y. Alors, rapide. Non, juste rapidement. Non. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'on perd justement cette capacité d'innover par soi-même, de penser par soi-même. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Et c'est là où ça s'arrête. C'est-à-dire, bien sûr, on a eu les téléphones, etc. On ne va pas vivre au Moyen-Âge. Mais tu as vu ce qui s'est passé il y a 2 jours, là. Il y a eu une panne informatique mondiale. Ah, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah bah tiens, mince, mais je sais plus. Tu vois? Et moi, je pense que c'est le thème... moi, j'ai comme ça que j'ai compris le thème de ce soir. Pour moi, l'imagination, elle est humaine. Donc après, évidemment, l'IA va t'aider, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça votre force. Et donc, je vous en prie, gardez cette force. Parce que, effectivement, si vous laissez cette force, soit à une machine, ou encore pire, aux politiques, aux fonctionnaires, etc., qui vont faire des... Non, parce qu'ils ne sont pas dans le réel. Ils ne sont pas dans la réalité. Donc, moi, il faut que ça aide, ça doit être une aide à la décision. Mais je pense qu'il n'y a pas plus beau que l'être humain, que ce cerveau qui va... Et sinon, c'est... blague à part, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que tu as vu des films certainement d'anticipation où l'être humain en fait ne réfléchit plus. Donc il globe tout ce qui passe. C'est très dangereux. Donc il faut garder la main. Voilà. Alors, moi je vais demander. Juste, tu vois. Attends. Attention. On peut plus. Mais non, mais tu vois, vraiment tu te focalises sur un truc. Truc énorme qui s'est produit, c'est tout d'un coup les s'arrêtent en Espagne et au Portugal. C'est pas l'IA là. Il n'y a plus rien qui marche. C'est-à-dire, et là, par tout un tas de choses, va pas en disant non, on a une fragilité fondamentale et effectivement, on doit garder l'idée que cette fragilité, il va falloir. Non, les garçons, non. Coupez.
C'est devenu un politique, on a compris. C'est-à-dire, il ne veut pas lâcher le truc, hein, il est très fort. Hein. Non, j'aimerais maintenant quand même laisser la parole rapidement, encore une fois, à notre public, parce que je suis sûre que vous avez des questions. On va en prendre une, deux maximum, et pour le reste, vous irez poser vos questions à Marc et à Philippe lors de l'apéro. Ça vous va? On fait comme ça? Est-ce qu'il y a du whisky? Parce que moi, j'aime bien le whisky. Je sais pas. Alors, est-ce qu'on a une question dans la salle? C'est le moment, hein? Ah, merci, monsieur. Non, vas-y. Ah, non, Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, ça marche. Merci beaucoup. C'est Alexandre Decolle, docteur PME. J'ai une question que j'aurais à un économiste, puis vous êtes deux. Qu'est-ce que les économistes pensent du concept de salaire universel, vu la robotisation et l'automatisation qui nous vient dessus? Et soyons créatifs dans nos réponses. Alors c'est drôle ça, parce que là on n'est pas prêt du tout, hein, donc je pense que tu es comme moi, on va avoir chacun. Alors le salaire universel, c'est un truc très intéressant, il s'est produit, c'est typiquement des questions qu'on doit se poser quand on a des grandes ruptures d'innovation. Vous voyez, cette question s'est posée au 19e siècle, quand il y a eu la grande révolution industrielle, parce que à l'époque, tout le monde voulait être ouvrier. Parce que vous étiez avec un certain nombre d'heures, à l'époque on me disait, ah, tu te rends compte, on travaille que 60 heures. Etc. On sait exactement. Alors que quand tu es paysan, tu travailles tout le temps. Donc c'est beau. Du coup, il n'y avait plus d'ouvriers. Il n'y avait plus de paysans, pardon. Et donc, on s'est posé la question, comment il va falloir faire pour continuer à avoir des paysans? Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir éventuellement en disant, écoute, on va faire économique. C'est-à-dire, il faut qu'on ait des paysans. En fait, ils créent beaucoup moins de valeur. Mais on va quand même regarder comment un salaire minimum pour le paysan pour qu'on en ait encore, parce que si on n'a plus de paysans, on n'a plus de quoi manger. Donc là, ce qui était intéressant dans ce cas-là, c'est que en fait, le salaire, normalement, est représentatif de la création de valeur qu'on réalise. Quand on est dans des grands changements comme ça, tout d'un coup, on se dit, on n'est plus très sûr de la valeur des uns et des autres. Ou d'ailleurs, une valeur très faible, elle est quand même utile, donc il faut peut-être quand même qu'on arrive à avoir une rémunération correcte. Donc là, la question du revenu universel est intéressant quand typiquement ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire est-ce qu'un scénariste, c'est toujours important quand tu as ChatGPT, un scénariste, est-ce qu'il faut continuer à le payer? C'est quoi le salaire minimum? Quand je vous dis ça, on est bien d'accord, hein, ça veut dire que c'est toujours un salaire universel de quelqu'un qui travaille. L'idée qu'on pourrait avoir un salaire universel de quelqu'un qui ne travaille pas, c'est-à-dire l'humain est plus utilisé, ça c'est de la foutaise. Moi, c'est le prolongement de ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je suis contre le revenu universel. Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est de par mes origines. Moi, je viens des cités HLM d'Orly. L'aéroport d'Orly, là, quand vous arrêtez. Non, maintenant, il va à Roissy, d'ailleurs, depuis Genève. Là, c'est plus compliqué. Et c'est-à-dire que si vous faites un revenu universel, j'aurais jamais été là. Je serais resté dans ma cité HLM toute ma vie. J'aurais pas bougé. Ce qui se passe aujourd'hui. Dans les cités HLM aujourd'hui, d'Orly et de toute la France, ici, il y en a moins. Enfin, en Suisse, tant mieux. Mais voilà, HLM, ça veut dire c'est les cités, si vous voulez. Bref, vous savez ce que c'est, parce qu'il me dit, c'est pas, t'exagères. Je te dis, les Suisses sont pragmatiques. Et, voilà, les Français, toujours pareil, c'est incroyable. Incroyable. Bref, non, toujours universel, ce qui est dangereux, c'est que ça fige la société. Et pour moi, comme l'a dit Philippe, effectivement, le salaire vient rémunérer un travail. Par contre, c'est vrai que si on va jusqu'au bout de l'IA, etc., à la fin, c'est ce qui va se produire. Parce que les gens vont de moins en moins travailler. Alors, donc à partir d'un, ça va figer la société. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les cités HLM, justement, ce que je voulais dire, il y a un taux de chômage des moins de 25 ans en France de 60%. Vous vous rendez compte? Quelle est la chance de ces jeunes de s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du deal. Voilà, là, on parle des narcotrafiquants aujourd'hui. C'est-à-dire le rôle qu'avait l'État quand j'étais enfant ou jeune, maintenant, c'est effectivement les narcotrafiquants qui entretiennent, les gens qui font des goûters, qui donnent des... Je faisais un reportage il n'y a pas longtemps, j'étais sur LCI, je devais commenter ça, j'étais subjugué à une ville qui s'appelle Orange en France, où en fait les narcotrafiquants organisent des goûters, des barbecues. Non mais c'est vrai, pour les habitants. Ils donnent des affaires scolaires aux enfants. Et donc, il y a une mère qui est là, une dame. Oui, c'est le fonctionnement de la mafia, quoi. Oui, exactement. Mais la dame qui est là, dit, vous n'avez pas peur pour vos enfants, parce que c'est quand même des trafiquants de drogue. Ben non, bon, de toute façon, au pire des cas, ils feront un peu de trafic, c'est pas grave. Non, mais vous vous rendez compte? Faites attention à vous, parce que vous avez pour l'instant eu la chance de ne pas traverser l'erreur des Français, de la France, mais globalement même de l'Europe, c'est de laisser faire. En disant non, mais c'est pas grave, tout va bien se passer. Ça, c'est très dangereux. Il faut, je pense, aujourd'hui, pour répondre à votre question, justement une bonne correspondance entre la création de richesse et justement le salaire. Le salaire, il vient rémunérer un travail. Vous voyez, ce qui s'est perdu aujourd'hui en France,
c'est que depuis les 35 heures notamment, mais pas seulement, eh bien, on se dit finalement, à quoi bon? Parce que on travaille de moins en moins, et puis finalement, le travail, c'est pas le but. Je suis d'accord, il ne faut pas que travailler, mais le travail, vous vous réalisez. Comprenez? Et c'est ça qui est dangereux pour les jeunes. C'est-à-dire que, ah ben oui, tu vas chercher à faire un truc. Non, je prends ChatGPT, puis c'est bon, en 2 minutes, c'est fait. Eh bien oui, mais tu n'as pas travaillé. Tu comprends? Donc c'est ça, moi, qui me gêne. C'est que le revenu universel, c'est très dangereux parce que ça fige la société. Même pour les PME, ne croyez pas. Hein. C'est-à-dire que ça sera finalement la même chose. Et on vous dira, ben voilà, ben vous êtes là, vous ne pourrez pas booster. Ou alors il faudra des sauts technologiques. Mais qui va décider de ce salaire universel? Qui va décider de ce saut technologique? Les hauts fonctionnaires? Non, surtout pas. Comprenez? Donc non, moi j'espère qu'on va garder justement cette créativité, cette innovation, même si bien entendu on sait très bien qu'il y aura des personnes malheureusement qui ne sont pas employables. D'où l'importance que j'évoquais tout à l'heure sur la formation. Ça c'est extrêmement important. Un des grands drames français par exemple, c'est qu'on n'a pas su innover et on n'a pas su anticiper les innovations, notamment en termes de formation. Par exemple en France on a beaucoup de Bac+5 en histoire de l'art. L'histoire de l'art, j'adore, c'est formidable, hein, et les débouchés sont quand même très limités. Et aujourd'hui, quand les Français disent on va réindustrialiser, c'est une très bonne idée. Parce que vous, d'ailleurs, vous avez bien joué, vous avez gardé une industrie un peu comme les Allemands, bravo d'avoir fait ça. Mais nous, les Français, dans les années 80-90, on a dit, les dirigeants français, on dit, nous, on veut une économie française sans usine. Vous vous rendez compte? L'erreur stratégique. Et maintenant, on dit, alors Macron dit, oui, mais non, c'est bon, on a réindustrialisé. Pas du tout. Le niveau de la production industrielle aujourd'hui, c'est le niveau qu'on avait en 1997. Elle est où la réindustrialisation? C'est que du marketing. Parce que si vous voulez réindustrialiser, il faut déjà baisser les impôts, ce qu'on ne fait pas, parce que nous, on les augmente. Et surtout, il faut la main-d'œuvre en face. Moi, j'ai des entreprises aujourd'hui en France qui me disent j'ai des carnets de commandes, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas la main-d'œuvre. Non pas qu'ils ne veulent pas travailler, mais ils n'ont pas les formations. Alors là, on a parlé des chantiers de l'Atlantique qui ont fait un très bon contrat en France. Ils sont à 10 milliards d'euros de contrats, c'est énorme. Et je les conseille de temps en temps. Et le patron me disait justement que depuis quelques années déjà, comme il n'y avait pas les formations adéquates à l'éducation nationale française, qui est l'une des plus chères du monde, hein, n'oublions pas, peut-être même la plus chère, eh bien, ils ont créé leur propre école en interne, dans les chantiers de l'Atlantique. Donc, voilà, la formation, c'est une des clés. Donc ça, pour moi, il faut garder une industrie, mais il faut avoir les formations adéquates. S'il faut faire un salaire universel, pour moi, c'est le début de la fin de l'humanité. Merci beaucoup. Marc Toiti, Philippe Dessertine, on continue cette conversation à l'apéritif. Merci.